Et nous nous retrouvons avec du son et ça fait plaisir. Toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques indépendants de notre volonté. Mais nous voici de retour avec, comme promis, un moment cuisine sur un salon où l'on évoque la gastronomie. C'est quand même plutôt bienvenu. Et pour parler gastronomie, je vais vous demander immédiatement d'accueillir chaleureusement Marie-Victorine Manoa. Bonjour, je vais bien. Et vous, chère Marie-Victorine? Parfaitement bien, avec du son, une cuisine qui fonctionne et de la lumière, on est ravis. Du son, de la lumière, franchement, que demander de plus? Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci d'avoir patienté pour nous retrouver. Marie-Victorine, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez à la tête des cuisines du bistrot lyonnais entre 2021 et 2023. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes consultante en attendant d'ouvrir prochainement une table dans laquelle vous serez chez vous. On peut avoir un indice ou vous gardez encore les choses secrètes? Alors non, mais pour être tout à fait honnête, la signature est prévue dans quelques semaines et vous savez, on a toujours un petit peu peur que tant que la signature devant l'avocat n'est pas faite. Est-ce qu'on peut au moins avoir la localisation? Ce sera à Paris. Ok. Voilà. Et il y aura évidemment une veine un petit peu lyonnaise dans ce restaurant parce que voilà, on se trouve ici dans ma ville natale, vous le savez. Donc voilà, il y aura. Je suis très patriote et chauvine de ma ville. Donc, mais c'est bien. Bah, oui. C'est vrai qu'on a quand même d'être dans la capitale de la gastronomie. C'est pas rien. Et c'est vrai que c'est une région croisement de plein de produits, de plein d'influences. Et aujourd'hui encore, je crois que ce n'est pas par hasard que le Syrah se déroule à Lyon. On va parler je dirais d'un produit qui vous tient à cœur, c'est le poisson d'eau douce, les poissons d'eau douce, puisque vous avez sorti un livre. Est-ce que vous nous avez amené votre livre? Mais oui, il est là. Il est là. Le beau livre que vous avez fait paraître aux éditions Hachette Cuisine, donc avec votre frère. Exactement. Louis-Paul Manoa, qui est donc pêcheur. On peut dire ça. On peut dire ça. J'ai fait de la transformation de poissons. Donc nous, on a grandi à Lyon. On avait un papa cuisinier qui nous a éduqués. En tout cas, on a beaucoup pêché enfant et on a mangé ces poissons d'eau douce qui ont un peu disparu de nos tables, en tout cas qui ont été un petit peu boudés. Et donc on a sorti ce livre en commun, la genèse. Alors je sais que maintenant le Syrah est aussi en partenariat avec Omnivore. La genèse du bouquin, c'était on a fait une scène justement il y a 2 ans sur ce sujet-là. Des poissons d'eau douce que moi pour le coup j'ai étudié à l'école parce que j'ai fait l'Institut Paul Bocuse et c'est des poissons qui font partie vraiment de notre culture gastronomique et qu'on voit petit à petit disparaître de nos tables et voilà, nous ça nous rendait un petit peu triste et c'était un peu donc le livre est autant un livre pour apprendre à se rapprocher des écosystèmes et apprendre des techniques de pêche que des techniques pour transformer ces poissons d'eau douce qui peuvent parfois être difficiles à appréhender. Qui sont souvent connotés comme des poissons avec beaucoup d'arêtes. Mais je trouve que c'est des arêtes qu'on doit savoir aborder, en tout cas pour les jeunes cuisiniers qui habitent proches des milieux aquacoles doux. Voilà, c'est ces arêtes en X, les arêtes en Y, ces choses-là. J'aimerais que ça reste, que ça fasse encore partie du patrimoine voilà, qui est celui de Lyon. Et le poisson le plus connu, c'est certainement le brochet, avec la fameuse quenelle. Il y a un carnassier, après il y en a finalement, il y en a oui, plein. Il y a la carpe, la sciure. Il paraît qu'il y a même plus d'espèces de poissons en eau douce qu'en mer, paradoxalement. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler un poisson qui est le silure, qui est un poisson qui prolifère dans nos eaux aujourd'hui et qui est peut-être considéré comme un poisson qui va venir manger d'autres espèces. Donc on invite un petit peu les cuisiniers aujourd'hui à le prélever, à le travailler. Après, quand on travaille en partenariat avec un pêcheur, le pêcheur connaît aussi ses milieux, il sait quelle silure choisir. Parce que c'est des poissons qui peuvent avoir des petits faux goûts ou des goûts un petit peu déviants quand on les prélève trop âgés. Donc c'est des poissons que moi je conseille de cuisiner, on va dire peut-être à 3 ans, mais comme la carpe finalement. Plus il a mangé son écosystème, plus il va avoir ses goûts peut-être considérés comme un petit peu vaseux. Donc là on a un silure qui doit faire de petite taille, quoi. Ça, c'est une tête qui doit faire peut-être 1 kg, 1,2 kg. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça ressemble à quoi un silure? C'est un gros poisson? Ça ressemble à un gros poisson-chat. Donc ça a des petites barbichettes là comme ça. Pour le coup, il est très ludique à travailler. Il y a très peu d'arêtes dans le silure. Il y a un petit peu de pertes. Les pertes, c'est la tête, cette tête qui est grosse. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aujourd'hui vous montrer comment la valoriser parce que finalement, elle est chargée en collagène et il y a plein de choses à manger dedans. Et donc il y a une grosse arête centrale comme ça, mais il n'y a pas trop d'arêtes, c'est une chair qui est ferme.
qui se travaille facilement. Elle est ludique, on peut la mettre au sel, on peut faire des salaisons, on peut faire plein de choses avec. C'est un poisson que j'aime bien. Vous avez appris à l'école à le travailler ou c'est ensuite, une fois installé, une fois professionnel, que vous vous êtes intéressé à toutes ces techniques qui, comme vous l'expliquez, sont différentes par les arêtes qui ont des formes et des emplacements Oui. un peu différents dans la chair? On a appris, alors moi j'ai appris à l'école à travailler le brochet, donc il y a cette fameuse arête en Y comme ça. Le silure, non, j'en avais travaillé parce qu'on avait eu un projet à l'Institut justement en 3e année où moi j'avais mis le silure sur la table. Mais c'est vrai que c'est pas un poisson qu'on trouve forcément dans les écoles hôtelières, même si cette année le Muséum d'histoire naturelle et Ferrandi ont créé un concours de cuisine et le thème cette année était le silure, donc c'est chouette. Et puis je pense que les cuisiniers aujourd'hui travaillent. Il y a peut-être moins d'ego dans les assiettes et plus voilà, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je pense que la lignée des jeunes cuisiniers part là-dessus. Ouais. Il se porte comment le poisson d'eau douce? Parce qu'on dit souvent que la ressource dans les océans, si on continue à la puiser comme ça, puis avec le réchauffement climatique, le réchauffement des eaux, ça ne se porte pas très bien. Est-ce qu'on a ces mêmes problèmes dans les eaux douces? Ou est-ce qu'au contraire, ça se passe bien? Il y a plus, vous parlez de silure qui... Globalement, évidemment, la chaîne alimentaire change à cause du changement climatique. Donc on voit certaines espèces disparaître. Par exemple, aujourd'hui, en tant que cuisinier, on travaille moins l'anguille, qui est un poisson migrateur. Donc tous ces poissons migrateurs, comme la lauze, l'anguille, la lamproie, le saumon, qui sont du coup soumis à différents barrages. On a énormément de barrages en France. Ces poissons-là, on les travaille moins parce qu'il y en a moins, tout simplement. Les poissons comme le silure qui prolifèrent, je pense qu'il faut les prélever. Et vous m'aviez posé quoi comme question du coup? Non, où est-ce qu'on les trouve ces poissons? Alors, est-ce que non, donc aujourd'hui la mondialisation aussi a eu un impact, c'est qu'on va chercher, on a accès à des poissons qui viennent de très loin, plus facilement. Et on va être tout à fait sincère, on préfère manger un turbo qu'un filet de perche. Ça, c'est pas un sujet. Je suis pas en train de dire que le poisson d'eau douce c'est le meilleur du monde. C'est juste qu'en fait, il est à côté de chez nous, il fait partie, de notre territoire et qu'il faut venir le prélever. Toutes nos eaux sont polluées, toutes nos terres sont polluées. Donc là, c'est un fait. Maintenant, en France, on a quand même, c'est irrigué, on a des grands fleuves, on a des lacs alpins. Les eaux sont quand même assez propres, même si, soyons honnêtes, aujourd'hui, on ne va pas trouver, même la mer est très largement polluée. Donc, les espèces changent, mais il y en a. Et moi, je voulais aussi tenir à dire quelque chose, c'est qu'un des poissons les plus consommés en France aujourd'hui est un poisson d'eau douce, mais qui ne vient pas de France, c'est le tilapia, et même le panga, qui vient du Mékong. Donc c'est-à-dire qu'on vient chercher ces poissons-là qui font des milliers de kilomètres, alors que peut-être que nos collectivités et nos cantines pourraient tout à fait travailler le silure, qui est nettement moins pollué que les eaux comme le Mékong. Voilà, donc c'était le but de cette scène aujourd'hui. Vous avez dans votre livre travaillé combien d'espèces? On a choisi 10, parce qu'à un moment, on ne peut pas faire toutes les espèces, ce n'est pas une encyclopédie non plus. Donc on a répertorié les 10 espèces les plus communes et celles sur lesquelles on peut à peu près trouver une autre espèce qui ressemble. Donc il y a des carnassiers, il y a le silure. Il y a du brochet, de la carpe. L'écrevisse, parce que l'écrevisse, c'est un sujet aussi. De la ferra. On achète aujourd'hui des écrevisses, pas de grêle, qui viennent de Turquie, alors qu'aujourd'hui, ça regorge dans nos eaux. Il y a quelques aberrations qui n'ont pas été encore transformées. La Fédération française de pêche est en cours, mais on n'a pas le droit aujourd'hui de prélever en France une écrevisse vivante et de la travailler. Néanmoins, on achète des écrevisses vivantes qui viennent de Turquie. Donc voilà, toutes ces aberrations-là, on en parle dans le livre. Maintenant, on n'a pas cité les migrateurs parce que aujourd'hui, moi, je n'incite pas un restaurant à travailler des migrateurs parce que c'est peut-être pas le moment. Il y a d'autres choses à travailler. En tout cas, vous avez voulu taper du poing sur la table et remettre un petit peu les choses. Ouais, vivre normalement en sachant un peu ce qui se passe autour de nous, normal. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de. Voilà, c'est plutôt joyeux que péjoratif. Au contraire, il y a beaucoup de choses à chercher finalement à côté. Je dis ça parce que je vous sens très animé par le sujet. En fait, je vous sens très convaincu et avec l'envie. Mais de fatalement, se dire, voilà, ça existe. Ce sont des produits qui existent. Préférons consommer un produit local plutôt que d'aller le chercher à l'autre bout du monde, ce qui s'entend. C'est le sens de faire à manger, c'est ça quoi. Donc non, je pense que c'est normal. Et est-ce qu'on commence la recette? Mais bien sûr, on commence la recette. Alors du coup, donc, je vous ai préparé une hure de silure. La hure, alors j'appelle ça hure, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça hure, parce que la hure, c'est vraiment la tête du sanglier ou en tout cas les pâtés de tête de cochon. On pourrait dire un fromage de tête, mais on a fait ça avec le silure. Il faut savoir que dans le poisson, il y a 10 fois plus de collagène que dans un bovin. Et on peut, en l'hydrolysant, faire une espèce de gélatine et faire justement des sortes. Donc c'est ça à la fin que je vais vous. En fait, ça ressemble à un aspic.
C'est comme un aspi sans œuf, donc c'est un aspi de poisson, effectivement, avec laquelle on a gardé toute la peau. Donc la peau des poissons à la maison, on la garde, on la fait bouillir, on la mixe. Et ça, c'est un ciment, c'est un collagène naturel avec lequel on peut coller n'importe quoi. Donc c'est hyper facile. Et donc ce que je vais vous faire là, il y a besoin de très peu de matériel et c'est complètement réalisable à la maison. Donc c'est ça que je voulais aussi mettre dans le livre, c'est des choses qui sont accessibles. Donc c'est pas on ne fait pas des techniques que nous on fait au restaurant. Voilà, c'est des choses qui sont faciles. La question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on achète en fait ces poissons d'eau douce? Parce que hormis si on va les pêcher soi-même, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de sciure chez les poissonniers. Non, il y a très peu, on trouve pas. Alors c'est toujours pareil, l'offre et la demande, quelque chose qui n'est pas acheté n'est pas vendu non plus. Faut connaître des pêcheurs. Voilà, moi j'ai des pêcheurs autour de moi qui pêchent les poissons, on peut aller les prélever nous-mêmes. C'est sincèrement un petit peu compliqué à trouver quand même aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas de demande et parce que voilà. Donc là, on va être privilégié, on va pouvoir goûter quelque chose d'un peu exclusif. Vous allez nous montrer comment est-ce qu'on prépare donc ce petit aspi. Donc on prononce pas le S, aspi le C ou aspic. Alors moi je dis aspi, mais moi j'ai toujours dit aspic. Je suis pas experte vous dites aspic? Bah oui, mais bon, après, je ne suis pas expert non plus sur le... En tout cas, c'est vrai que ça ressemble à ça, normalement. C'est très joli. Oui. Cette transparence est très belle. Alors, qu'y a-t-il dedans? Donc, on a compris, vous avez fait cuire en fait en bouillon la tête du sciure. On a mis la tête de sciure là-dedans. Ça peut être n'importe quelle tête, ou en tout cas parure, ou peau, ou voilà. Qu'on met dans une eau, on met de la garniture aromatique. Évidemment, la garniture aromatique, c'est le goût. Donc de la genièvre, du poivre à queue, du fenouil, toutes ces choses-là qu'on fait un petit peu torréfier, qu'on met dedans. Toutes les petites parures du frigo, voilà, les petites pluches, les petites queues de légumes. On porte à ébullition une quinzaine de minutes et on laisse sur le côté. Et on attend que l'eau revienne un petit peu à température ambiante. Et on peut voir déjà que le poisson il commence à coller un petit peu. Il y a une sauce au Pays Basque qui s'appelle la sauce pil-pil, que vous connaissez sans doute. On garde un petit peu les sucs de cuisson qu'on vient monter comme ça avec un beurre. C'est un petit peu ce principe-là. Donc on va récupérer la tête de poisson qui maintenant je l'ai fait pour ne pas vous faire attendre que ça refroidisse. On récupère la tête de poisson qui est ici. Là, on peut voir que tout ça, là, je ne sais pas si vous voyez, vous, là, avec votre petit... ça, c'est du collagène, tout ça, là. Et ça va faire coller notre préparation. Et ça, on adore. Ça, c'est super bon. Donc, on récupère nos têtes de poisson. Là, vous pouvez voir sur le poisson qu'il y a un trou. Parce que pêcher, c'est une chose. Tuer, c'est autre chose. Donc, on est responsable de la mort du poisson quand on le pêche. Donc, on ne laisse pas suffoquer un poisson dans un seau. Ça n'existe plus. Si on ne sait pas faire la méthode Ikegeme, on donne un petit coup sur la tête du poisson et on taille les ouïes pour faire une mort cérébrale et une saignée. Ça, c'est super important. Voilà. Au-delà du fait que les chairs se dégradent plus rapidement, c'est aussi, voilà, on a compris. Une mort rapide est quand même conseillée. Donc voilà, donc le poisson, il a été tué correctement. On cuisine aujourd'hui avec Maël. Maël qui va être avec nous. Bonjour Maël. Qui va être là d'ailleurs toute la semaine et qui est génial en reconversion professionnelle et c'est un super personne. Vous rapprocher. Alors Maël, tu vas passer ce bouillon là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clarifier notre bouillon. En fait, la raison pour laquelle notre petite aspi est super mignonne, c'est qu'elle est claire. Et un bouillon, il y a toujours des petites impuretés, donc on va juste la clarifier. Ça, c'est une méthode vraiment classique. On va récupérer du blanc d'œuf qui doit être quelque part par là. Alors, je ne suis pas une pro, je ne conseille pas la clarification quand on boit un bouillon tel quel. C'est-à-dire que pour un pot-au-feu, je pense qu'on s'en fout un peu d'avoir un bouillon très clair parce qu'il y a quand même beaucoup de goût aussi dans ces aspérités. Maintenant, quand on fait un bouillon qui va avouer être transparent comme celui-là, c'est quand même plus joli. Donc tu peux le verser là-dedans. On va battre un tout petit peu nos blancs en neige rapidement. Donc clarification, là vous allez le filtrer, vous allez enlever tous les éléments solides qui se trouvent dans le bouillon. Et ensuite, à la clarification, vous allez réchauffer le bouillon. Exactement, on va mettre un blanc d'œuf. On aurait pu faire ça avec de la chair de poisson également. Le blanc d'œuf c'est moins cher, donc généralement les restaurateurs l'utilisent. On va mettre des parures de légumes aussi pour redonner un petit peu de goût. Tiens Maël, tu peux me tailler les parures de légumes si tu veux. Et on va venir mettre ça dans notre bouillon. On va le reporter à frémissement. Donc toutes les petites impuretés vont doucement. Donc là, on voit qu'il est trouble. Et on va voir tout à l'heure qu'il va être très clair. Rien de compliqué. Là, vous montez les blancs en neige, tout simplement. Oui, rapidement. Hein, le but, c'est pas d'avoir un... Voilà, c'est pas
C'est pas une île flottante, hein, mais ça va être voilà, pour En fait, l'idée, c'est que le blanc, quand il va coaguler, saisisse, va en fait, récupérer tous les impuretés, les monter à la surface et avoir un bouillon Et on clair. refiltre ensuite. Et bien sûr, on va aller chercher après au milieu notre bouillon transparent. Okay. Et je répète, on fait ça uniquement quand on a besoin de voir le bouillon pour une gelée. Voilà, sinon, franchement, c'est pas nécessaire. Enfin, à mon sentiment, c'est pas nécessaire. Donc, on va faire ça grossièrement. On va mettre ça là. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ce fameux ciment avec la peau du poisson. Donc, on va faire chauffer l'eau. Alors, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas fait de test en ce qui concerne les plaques. J'imagine que ça doit pas être bien compliqué. Ok. Et ça, pareil, on va faire un petit... Il faut choisir le... On va choisir la chose. Celui-là, je pense que c'est bon. Et celui-là, voilà, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est bon. Donc, ensuite, on va récupérer la peau du poisson. Et cette peau-là, donc, qui est chargée en collagène, justement. Et puis on le voit bien, c'est vrai que je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. C'est très visible. Avec l'œil de la caméra, ça se perçoit très facilement. Là. Et cette peau-là, vous la mixez avec un petit peu d'eau de cuisson. Et ça fait, voilà, ça vous fait tenir des préparations. On peut en faire des petites crêpes. Enfin, en fait, on en fait plein de choses, quoi. Ça, c'est un peu le produit. Moi, je jette jamais ça, quoi, par exemple. Vous vous en servez en fait pour redonner un peu de corps à certaines préparations. C'est du ciment. C'est clairement une gélatine naturelle, en fait. Ouais, vraiment. J'ai laissé les yeux du poisson. Je les enlevais avant parce que j'ai appris ça à l'école, d'enlever les yeux. Ça donne du goût au bouillon. Je sais que j'avais une apprentie à Taïwan qui me disait qu'elle gardait toujours les yeux dans les bouillons, donc je les garde. Par contre, on enlève les ouïes, hein, parce que les ouïes, c'est pas bon, hein, c'est amer. Donc on pense bien enlever les ouïes quand on fait les têtes de poisson comme ça. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de chair encore sur la tête là. Bah ouais, toute cette chair, on va la garder. Ça va justement donner notre préparation. Donc tout ça, c'est tellement triste de l'enlever. Il y a des joues les joues sont énormes. Donc il y a plein de choses à faire avec ça. Puis on sent que naturellement, ça va tenir tout seul. Pas besoin de faire grand-chose. Mais vous savez, c'est comme en fait, à chaque fois qu'on fait cuire une viande ou un poisson, le lendemain, on le met au frigo, on le mange, c'est figé. Au fond du plat, il y a cette gelée. Donc finalement, c'est parce qu'on peut faire on peut récupérer de la gélatine animale dans le poulet, dans le bœuf. Exactement, à peu près de partout. Donc on récupère tout ça. Maëlle, parfait, tu vas mettre ça, regarde, là-dedans. Donc là, il nous fait... voilà. Tu vas le mélanger et le mettre dans le bouillon. Donc là, vous allez voir qu'on va clarifier cette chose-là. Donc là, on récupère tout ça. Là, dans les aspics que vous nous avez préparés, il y a exclusivement la chair des têtes. Alors, il y a tout. Non. Il n'y a que la chair des têtes. Okay. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment travailler justement une partie qu'on n'aurait pas forcément gardée. Il n'y a que la chair des têtes. J'ai mis... franchement, j'ai trouvé ce qu'il y avait sur le marché, hein, mais on a pris des navets boules d'or, de l'artichaut et du topinambour pour garniturer un petit peu la préparation, donner un peu de végétal dedans. Libre à soi de mettre... En fait, pour faire la gélatine aussi, c'est que il faut faire attention à ne pas mettre des corps acides dans votre préparation. Donc, c'est des choses souvent qu'on va mettre en topping à la fin. Parce que la gélatine, finalement, c'est le collagène qui a été hydrolysé. Donc, avec un liquide qui peut être alcalin ou acide. Et en fait, en vérité, si on rajoute encore une fois de l'acide, ça réhydrolyse la gélatine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, pas de corps acide dans vos gélatines. À côté. Les cornichons, c'est à côté. Donc là, parfait. Donc là, Maëlle nous a mis le blanc d'œuf là-dedans. Très joli. On va porter à frémissement et comme ça, toute la garniture, toutes les impuretés vont monter. Et en attendant, on va faire notre ciment. Si l'eau bout, c'est un peu... c'est encore un peu tiède, mais ça va finir par bouillir. Pour les herbes, on y met ce qu'on veut. Nous, on va faire un ciment avec du persil. Moi, je suis une grande fan d'estragon. Si j'en avais trouvé, je l'aurais fait avec de l'estragon. J'en ai pas trouvé. Voilà, faut être libre dans la cuisine, dans l'interprétation de ce qu'on fait. C'est ce qu'on trouve sur le marché, ce qu'il y a dans le frigo. Et voilà, faut partir sur une idée de recette, mais faut pas être figé en tout cas dans les goûts et dans les aromates. Voilà, au feeling. On peut adapter. Est-ce qu'en attendant, on ferait pas que ça chauffe peut-être l'aïoli?
Ah mais oui, Qu'est-ce que vous en pensez? avec plaisir. On va faire l'aioli, en parallèle, on va cuire les palettes de pommes de terre. Donc en fait, cette aspi, ce qui est assez génial, enfin moi ce que j'aime bien dans la gelée, c'est de la poser sur quelque chose d'un petit peu chaud et que Pour cette qu'elle gelée, refonde. ouais, parce que ça je trouve ça trop bon. Donc on a fait un palais à peu près de la même taille que notre aspi qu'on va faire chauffer dans de l'huile d'olive et dans voilà des petits bourgeons de sapin. Alors je crois qu'on n'a pas d'évier ici, hein. On va prendre de l'eau, on va tricher. On va prendre pas l'eau du d'évier. persil pour mettre là, voilà. Et on va cuire les pommes de terre. Les pommes de terre, départ à froid, hein, on est d'accord, ça tout le monde sait, sinon ça fait éclater la pomme de terre. Ok. Et on va vous faire en parallèle l'aioli. Là, on a fait une aioli sans œufs et sans moutarde. Parce que la caséine du lait suffit à monter une émulsion. Ok. On n'a pas besoin forcément de mettre un jaune d'œuf pour faire une mayonnaise. On met du lait entier avec n'importe quoi et on émulsionne et finalement ça fonctionne. La seule règle, vu que c'est un petit peu instable, c'est que tous les ingrédients soient bien à même température. Voilà, pour éviter de faire trancher la préparation. Donc là, on a nos palets, c'est très joli. On va juste faire en sorte que ça chauffe. Alors, ce que je fais, c'est pas bien, mais vu qu'on n'a pas d'eau, je le fais. Je récupère l'eau de mes pommes de terre. À la maison, on fait pas ça, hein. On prend de l'eau du robinet, quand on a un robinet. Voilà. Ok, on va mettre ça là. Ensuite, ça chauffe, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on va pouvoir faire ça maintenant. Je mets mon persil dans l'eau. L'eau est salée, sinon on perd la chlorophylle. Donc nous, on veut une préparation bien verte. Donc je mets mon persil là-dedans. Voilà. Et on va venir l'ajouter avec nos peaux de poisson. On va le mixer et ça va faire du coup le ciment de l'aspi. Ça, c'est l'extérieur. C'est ce qui va gélifier L'extérieur ensuite. ou l'intérieur, parce qu'en fait finalement on a fait un peu, enfin parfois je les mets en dessous, parfois au-dessus. On peut faire aussi à l'image d'un fromage de tête, on peut en mettre de partout et tailler. On peut le monter en terrine, on peut le tailler. Voilà, après c'est donc on va récupérer une chose comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Maël, ton bouillon? Il te semble en ébullition ou il te semble en train de dormir? Je pense qu'on peut l'augmenter un peu. Je pense qu'on peut l'augmenter un petit peu. En fait, ça va très haut, hein. Hop. Donc le persil, Ça bout. quelques secondes. Je le refroidis pas, je le mets directement parce que si on refroidit, on va faire serrer justement la gélatine et c'est pas l'objectif. C'est d'avoir une préparation chaude. Et après, on va récupérer là. Bah, tu peux faire ça, Maëlle, si tu veux. On va récupérer du coup toutes les parties. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même vachement de choses à manger. C'est vrai, quand on part en Espagne, parfois, on commande juste la tête de poisson. C'est des choses qu'on mange comme ça dans les chapons, dans ces poissons-là. Il y a plein de choses à manger dedans. C'est délicieux. On mange avec les mains, en plus, on adore. Donc, tu peux récupérer toutes tes petites parties. Ça, voilà, ça suffit. Ça, c'est juste blanchi. Celui-là, il n'a pas très envie de chauffer, mais voilà. C'est très technologique. On aime bien parfois quand c'est un bouton, c'est du feu et comme ça, c'est visuel. Mais on va s'en sortir. Donc, je récupère mon persil, je le mets avec mes peaux de poisson qu'on a récupérées de la tête de poisson. Ça, on l'enlève à la plonge, sans plonge. Hop. Magnifique. Et je vais récupérer un petit peu d'eau de cuisson du bouillon qui est déjà chargé en collagène pour monter notre préparation, notre ciment. Voilà. Et je vais devoir être dos à vous parce que les prises électriques sont derrière. Donc si vous voulez voir l'action, ce ne sera pas ici. Ce sera derrière. Donc là, peau de poisson, persil, jus de cuisson, terminé. Ah, c'est quand même très simple, hein. Disons que même à la maison, si on a des filets de poisson, on garde la peau, on fait ça et on peut faire une recette, quoi. Donc ça, c'est bien. Hop, on va là. Donc là, vous allez je suis mixer. dos à vous, mais les prises sont là. Donc on mixe le ciment, ici, avec le persil. Persil et Persil. Persil. le collagène. Hein. Et collagène, peau de poisson, exactement. Et un petit peu de bouillon de cuisson. Alors normalement, on a des... là, c'est le robot de ma maman, qui date d'il y a à peu près... ça peut être quelque chose de plus performant, mais ça va fonctionner. Alors, est-ce qu'on est arrivé à récupérer beaucoup de chair sur notre tête de poisson? Ça donne quoi? Bah ouais, franchement, j'ai l'impression. Hein. Ah oui, c'est riche. Ouais, ça se voyait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses.
Et toute cette tête, on va la mélanger avec notre garniture aromatique. Donc la garniture de votre choix. Donc là, on va attendre que ça prenne. Est-ce que c'est typiquement un plat que vous pourriez mettre à la carte de votre futur restaurant? Oui, Ouais. bien sûr. Vous allez travailler des poissons comme ça Avec les têtes et les petites parures et les choses comme ça? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est même plus stimulant de travailler finalement avec les déchets, avec des produits pas imposés, mais disons des invendus des producteurs, des choses un petit peu boudées. Voilà, c'est stimulant en vérité en cuisine. Parce que je vous entendais tout à l'heure parler de la mort des poissons. On a l'impression que les chefs ont aujourd'hui une prise de conscience assez forte, que ce soit en termes animal ou même végétal, pour utiliser le maximum de choses et éviter le gaspillage. C'est comme si on avait oublié que parfois l'animal venait d'un animal, d'un être vivant. Et finalement, on reçoit aujourd'hui de la viande sous plastique, dans des petites caisses. On en jette la moitié parce que c'était pas le cœur de la pièce qu'on voulait utiliser. Il y a aujourd'hui des entorses qui sont faites sur de la viande dite cachée. Alors ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que la viande, on ne voit pas que c'est de la viande, issue d'animaux qui viennent d'élevage intensif dans des immeubles. Donc c'est assez terrifiant. L'assiette de demain se déprotéine, ça c'est assez évident. Je pense que la tendance, ça va être de condimenter les assiettes avec de la protéine animale. Et c'est très bien, parce qu'on en consomme beaucoup trop. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon sens. Mais on n'a rien inventé. Je pense qu'avant, économiquement, les anciens faisaient ça. Une fois qu'ils avaient tué un animal, ils le mangeaient parce qu'économiquement, ils n'avaient pas le choix. On est devenu un peu... Là, c'est joli, ça commence déjà à prendre une jolie couleur. Effectivement, c'est très vert. Donc cette chose-là, on va... magnifique. Pour information, Marie-Victorine, il vous reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Oui. Parfait, magnifique. Eh bien, moins de 10 minutes. Ça, c'est très joli. Bravo Maëlle. Tu vas faire des petits morceaux comme ça, pas trop petits. Alors moi, j'aime bien aussi, c'est vrai, dans les plats, que ce soit un peu organique. J'en ai marre que ce soit toujours taillé au cordeau et tout. J'aime bien quand ça vit. Je trouve qu'une feuille, quand elle tombe d'un arbre, elle est jolie. On n'a pas besoin d'être plantée dans le sol. Et du coup, le poisson, c'est un peu pareil. J'ai pas envie d'avoir un carré de poisson dans mon aspi. Si c'est coupé comme ça, il s'est coupé comme ça. Et il est beau comme ça. Et moi, je prends du plaisir et je trouve la nourriture belle de cette façon. Donc, je la laisse de cette façon. On va prendre un chinois. Peut-être celui... Bon, on va faire ça, parce que je pense que là, de toute façon, on va être très, très juste. Là, je coule ma préparation au chinois. Alors, tout simplement, c'est pour enlever les petits morceaux. Qui restent. Les petits morceaux qui restent. Et on va trouver une cuillère dans un bac à cuillère, ici. Et on va remplir les moules. Alors, je vous montre. J'ai pris des moules à œufs en gelée. En silicone. Voilà. Et on va venir faire un socle avec notre ciment au fond de notre moule. Donc ça, vous le faites prendre d'abord et ensuite ça, vous coulez... Exactement. Donc ça a déjà beaucoup de goût parce qu'on y met à peu près toutes les herbes qu'on veut. Donc là, on a un joli jus, qui, moi, en tout cas, me plaît bien. J'ai mangé et remis ma cuillère dedans. Je le dis avant qu'on me le dise. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, donc, là, au fond de mon moule, qui est ici, je vais mettre une petite base donc, avec ma peau de poisson. Et pas besoin de gélatine. C'est vraiment important de le préciser, parce que c'est des choses... Oui, en fait, même si... je veux dire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Même à la maison, on prend un bol, on le filme, et on met notre préparation dedans, et on retourne le bol après quelques heures, et on l'enlève. On a un pâté de tête prêt à servir à ses convives. C'est quand même génial, je trouve, comme... Oui, même si la préparation est liquide au premier abord, elle se gélifie ensuite. Elle se solidifie ensuite. Absolument. Donc là, ça, c'est le fond. Donc ça, c'est le fond des moules. Je vous ai évidemment préservé de cette attente de solidification, et la magie des frigos derrière font qu'on a peut-être déjà un moule qui a pris. Oh là là, mon Dieu, oui. Magnifique. Donc, ça nous donne ça. Okay. Ça, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si vous mettez le doigt dessus, c'est solide.
Ensuite, Maëlle nous a merveilleusement coupé son poisson. Donc, on va le disposer dans nos moules à aspi. On y met une garniture. Alors là, encore une fois, retour de marché. On a trouvé ça cette saison, c'est bon. Donc topinambour, pommes de terre. Topinambour, navet boule d'or, artichaut. Ok. Ça me semble, voilà, ça me semble très bon. Donc là, on vient mettre le poisson au fond de nos moules. Je travaille avec les doigts, mais en fait, c'est pas grave. Voilà. Ceux que vous goûterez ne seront pas ceux-là. Donc, on y met comme ça le poisson. Encore une fois, à la maison, si vous avez un bol ou un plat à terrine, c'est exactement la même façon. Si on veut pousser un petit peu le dressage, on peut faire coller une partie à moitié pour remettre de la garniture et refaire coller. Comme ça, on a vraiment de la garniture qui flotte un peu de partout. Donc, on vient mettre ça. Combien de temps? Je crois qu'on a... Donc, on n'a pas eu le temps de faire clarifier ça parce qu'en fait, c'est allé très vite. Et surtout, ça ne bout pas. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. On a compris le principe. On a compris le principe, c'est très bien. Donc, on met cette préparation qui, du coup, n'est pas clarifiée parce qu'on n'a pas eu le temps. Ah oui, c'est cette préparation qui vient ensuite... qui vient figer. Et on ne peut pas le porter à ébullition juste parce que c'est marqué H. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça, je sais pas, j'ai pas eu le mode d'emploi. Non, mais ça fonctionne pas. Enfin, c'est bah, si, ça fonctionne quand même, hein, parce que ça chauffe. C'est marqué Go. Ouais. Go, ça veut dire. Ouais, là, normalement, Beau, c'était booster. Ah ouais. Ok, bon, très bien. Ah, si, on va attendre un tout petit peu et en attendant, en fait, je vais vous faire goûter parce qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est pas non plus, c'est pas crucial. Je vais vous faire goûter. On a des assiettes. J'ai des petits palets de pommes de terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'on n'a pas le temps de faire l'aioli non plus, d'accord? Non. Bon, ça marche. Ok. L'aioli, je vous explique en 2 mots sans la faire. On récupère notre ail que j'ai blanchi une fois, c'est-à-dire départ eau froide, porte à ébullition. Certains chefs vont la blanchir plusieurs fois. Moi, j'aime quand c'est un petit peu vif et que ça a goût d'ail. On y met du lait entier. On mixe et on fait monter à l'huile. Okay. Le lait remplace le jaune d'œuf. Oui, c'est surprenant ça. Ça nous donne un aioli comme en Espagne, vous savez, ces aiolis blancs, ils sont très très blancs comme ça. C'est fait juste avec la caséine du lait et ça fonctionne très très bien. Et bon, on va vous faire goûter la préparation parce que du coup, vous avez plein de petites assiettes, des cuillères, tout est organisé. Tout est organisé sauf cette chose qui ne, pour l'instant, qui ne bout pas. Ouais, là, il faut vraiment un bouillon pour. Bah ouais. Là, ça n'a pas envie. Hein. Je pense qu'il y avait un gros volume d'eau. Je sais pas si ça frémit même pas, donc vraiment. Pour les prochains, disons que. Ouais, on va couper, on va faire goûter comme ça. Ouais, c'est surprenant. Bon, c'est pas très grave, Marie-Victorine. Non, mais j'ai prévu, donc c'est pas grave, mais c'est vrai Allez, que. on vous laisse servir. On va vous inviter à vous rapprocher si vous voulez goûter. Ouais, absolument. On va. Ouais. Voilà, tranquillement. Est-ce que les pommes de terre, par exemple... Et puis, avant de goûter, ce que l'on va faire, je vais vous inviter à applaudir Marie-Victorine Manoa, que l'on pourra donc retrouver dans quelques semaines à Paris, dans son nouveau restaurant. Et on vous souhaite plein de belles choses pour cette ouverture. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc là, la pomme de terre qu'on a cuite, elle est tiède et elle va permettre Exactement. Tiens, tu vas faire ça, toi, Maëlle. Tu vas couper les pommes de terre et on va se mettre tous les deux pour dresser sur les assiettes et faire goûter. Regarde, on va faire ça. On va faire un petit peu de place. Tu les coupes en 2, comme ça, on dit que ça fait un aspi pour 2. Je mélange mon aioli avec un peu de garum. Alors, garum, là, je l'ai acheté, mais ça se fait aussi. Hein, c'est du sel, tous les petits abats des poissons. On attend 1 an. C'est vrai qu'à la maison, on a quand même moins la patience de faire ça. Mais pour lui donner un petit peu de donc ça, c'est un garum de Loire. Hein, donc, c'est un garum fait avec des poissons de Loire. Alors, comment on va s'organiser? Où sont les assiettes? Elles sont là. Maëlle, vous êtes dans quelle école? Je ne vous ai pas posé la question. Moi, je suis à l'école de Groisy, au campus. Donc, je passe mon CAP là, cette année. Donc, reconversion professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, je faisais tous les métiers en intérim. Travail à l'usine. Et c'est vrai que ça m'est tombé dessus un peu par hasard.
Et je m'y plais. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? J'aimais bien faire la cuisine avec ma mère. Et je me suis posé la question de savoir si j'aimerais bien en faire mon métier. Donc du coup, j'ai fait passer cette formation. Et ça me plaît. J'adore. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est un chouette métier. Parce qu'on parle de produits bruts, on part de produits bruts pour en faire ne serait-ce que des jolies petites choses comme ça. Puis je pense qu'en plus, c'est un domaine de créativité Oui, vous pouvez vous qui ne servir, s'arrête hein. jamais. Est-ce que vous goûtez? Je vais goûter tout à l'heure. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir assisté à cette masterclass, premier masterclass de ce Sierra Food Forum, ici sur cet espace Place des Lumières. Merci Marie-Victorine Et Manois. merci à vous de m'avoir Le temps accueilli. d'une pause, on se retrouve à 14h25, si j'ai bien l'horloge en tête, pour la première table ronde de l'après-midi. Rendez-vous tout à l'heure. Ah, les cuillères, alors c'est une bonne question. Oui, c'est vrai.